Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réalisateur des plus fascinants, qui a résumé sa carrière avec une seule phrase: «Ils m'aimeront quand je serai mort». Est-ce qu'il a dit ou non? Ça restera un mystère. Et aujourd'hui, on va essayer de décrypter sa vie, décrypter l'homme qui était Orson Welles, et par le biais d'un documentaire disponible sur Netflix, qui va retracer la création de son dernier film, une œuvre inachevée, autant incroyable que complètement folle. J'ai bien entendu de l'autre côté du vent. Orson Welles, c'est un des plus grands artisans du 7e art. Et forcément, quand on pense à lui, on pense à son premier rôle, sa première réalisation, hein. Si vous avez vu Manque de David Fincher, vous savez exactement de quel film je parle. Citizen Kane, qui a fait décoller sa carrière sur les chapeaux de roue. Et quand je dis sur les chapeaux de roue, simplement parce que, encore actuellement, la critique américaine dit que Citizen Kane est le plus grand film de tous les temps. Rien que ça. Mais n'oublions pas qu'il a fait d'autres films, et d'autres très grands films. Je pense forcément à Falstaff ou La Dame de Shanghai et bien entendu Othello. Oui, oui, il a un rapport très particulier à Shakespeare, mais on aura l'occasion d'en reparler. Orson Welles est aussi un acteur, et il n'a pas tourné avec les plus petits réalisateurs du monde. On pense forcément au français Claude Chabrol ou René Clément, mais il y a aussi des gens comme Ruben Fleischer, bien entendu. Et pour ceux qui ne le savent pas, son dernier rôle, ou un de ses derniers en tout cas, c'est la voix d'Optimus Prime dans un film Transformers. Et cette anecdote me fera toujours autant du mal que beaucoup de bien. Et ça montre un petit peu cette image ambivalente qu'a ce personnage, autant par moments complètement admiré, puis par d'autres totalement conspué, ce qui l'amène à devoir tourner pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir créer ses créations, et ses créations étant son ultime, sa chose la plus importante dans sa vie. Si je vous dis qu'Orson Welles, pour ce projet, il a dû faire des choses incroyables, hein, au point, pour vous donner un petit peu le personnage, qui n'a quasiment pas ou très très peu payé tous les collaborateurs qui ont travaillé dessus. Ça reste une équipe assez réduite puisque c'était un tournage quasiment indépendant, mais ça reste notable. À un point où son caméraman, hein, un de ses plus proches fidèles, et je dis fidèle à raison, vous comprendrez pourquoi, a dû enchaîner pas mal de petits boulots. Petit boulot étant le mot sympathique pour dire qu'il a tourné pas mal de porno. Et pourtant, ça va l'amener à continuer à travailler dans ce grand film qui veut être ce qui va amener à la postérité. Petit fun fact aussi assez intéressant, sachez que si un jour vous regardez un vieux film érotique, je vous laisserai chercher lequel, avec une scène de douche entre deux femmes, c'est possiblement Orson Welles qui a monté cela, et il a fait pour ce personnage. Il a aussi des rapports humains très particuliers, et surtout avec l'un de ses mentis, Monsieur Peter Bogdanovich, énorme réalisateur qui va dépasser son maître, ou en tout cas c'est l'impression qu'en aura Orson Welles. Orson Welles ne le supportant pas, ayant quand même quelque chose de très particulier, il va totalement le détruire sur une chaîne de télévision. Et pourtant, Peter Bogdanovich va essayer de continuer ça. Orson Welles lui enverra 2 lettres. Une lettre où il le réprimande, et une autre où il va s'excuser platement. Et un petit mot à l'intérieur de cette enveloppe, lui disant « Choisis celle que tu préfères ». C'était un homme qui avait une maîtresse avouée avec sa femme, quelque chose qui te faisait énormément de mal, qui pouvait te crier dessus parce que tu étais incroyablement nul, et dès que tu commençais à vouloir partir, te réconforter chaudement. Oui, Orson Welles ressemble vraiment à un fils de pute. Et pourtant c'est un homme presque admiré, presque gourou pour certains de ses collaborateurs. Et ça se comprend, car quel talent, quelle puissance il pouvait avoir. Et au final, c'était pas un homme si mauvais. Il avait peut-être quelques traits de caractère assez difficiles, mais le fond de lui était plutôt bon. Pour son dernier film, Son Testament, il veut créer quelque chose d'incroyable, quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Pour ça, il va étaler un tournage sur plusieurs années, 15 ans au total, avant son décès. Et c'est assez incroyable parce qu'il va mettre 5 ans pour faire une scène d'introduction, et tout ça parce qu'il crée 2 films en un. 2 films en un film qui va résumer, en fait, qui peut se résumer par un making-of d'un autre film qui est créé à l'intérieur de celui-ci. Pour celui qui n'a pas compris, en gros, vous avez un film qui va se faire petit à petit, qui va être tourné, et vous allez voir le making-of et le film en lui-même en même temps. Sa volonté était de créer un documentaire comme jamais ça avait été créé, et en même temps, dans une deuxième phase, pouvoir créer un film sans que ce soit lui-même qui le fasse. Il pouvait tester d'autres styles, d'autres choses. Et c'est comme ça qu'il voulait créer Son Testament.
Et pour aller au bout de ce film-là, il a dû emprunter quelques chemins de traverse, ou des chemins boueux. Oui, oui, il a dû faire des choses qui n'étaient pas forcément très conventionnelles. Tout simplement pour des questions financières à la base. Le premier producteur à rentrer là-dedans lui donne environ un quart de million et est un Espagnol. Malheureusement, leurs relations vont très vite s'effriter et celui-ci quittera la barque de manière semi-amiable. Quand je dis semi-amiable, c'est que c'est l'impression qu'il a eue, lui, quand il est parti. Malheureusement, c'est pas l'impression qu'a eu le reste de l'équipe, où ils l'ont attendu pendant des jours et des jours pour avoir le reste de l'argent. Oui, oui, Orson Welles mentait à ses équipes, et ça fait vraiment un peu l'histoire d'un mégalo. La deuxième chose, c'est d'être allé chercher de l'argent là où personne ne pouvait croire qu'il y en aurait, où personne ne pourrait croire qu'on pourrait l'utiliser pour le cinéma. Oui, oui, ce film a été financé par le Shah d'Iran, et c'est peut-être la plus grosse erreur qu'a fait Orson Welles. Il y a deux raisons pour lesquelles vous ne pourrez jamais voir le vrai film d'Orson Welles. La première, c'est le perfectionnisme maladif de Monsieur Welles. Ça allait à des niveaux, je ne pensais pas que c'était possible. Il a viré son acteur principal 6 semaines après le début du tournage. Il a mis 6 mois à monter des bouts de petites scènes. Il a fait pendant 5 ans des reshoots pour la scène de son introduction. Oui, oui, tous ces faits sont réels. Orson Welles était fou de ce film, mais pas dans le bon sens du terme. Et malheureusement, même s'il pouvait être considéré un peu comme un gourou pour ses équipes, ce type tellement exceptionnel qu'on va le suivre partout, certains ont lâché la barre. Et c'est la première chose qui a amené un tas d'autres choses. La deuxième chose, c'est un petit peu plus juridique, mais la dictature du Shah d'Iran est tombée. Et malheureusement, le Shah d'Iran a récupéré les bobines, ce qui fait qu'il n'a jamais pu finir son montage. Et même si son caméraman chéri a essayé, quand il a pu récupérer les bobines, de le faire, il n'y est jamais parvenu. Ainsi, malheureusement, le frère du Shah d'Iran demandant tellement d'argent, Orson Welles n'a pas pu finir son film. Mort en 1985, il ne pourra pas finir ce film. Malheureusement, Orson Welles restera avec ce film, et ce n'est pas le seul de sa carrière, inachevé. Et oui, ce personnage tellement ambivalent, tellement amoureux du cinéma qu'il faisait passer cet art avant les humains, est décédé sans finir son œuvre finale. Et est-ce que cette œuvre a une réelle fin? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que cette odyssée de près de 15 ans pour faire ce film n'était pas juste une odyssée de fin de vie pour un homme qui a dédié sa vie au cinéma? Je vous dis à dans 2 semaines pour une ambiance totalement différente.